bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode du projet Chatham. J'allais dire l'épisode numéro quelque chose, mais je ne sais pas quel numéro c'est, ça doit être 6 ou 7 ou 8. Bref, peu importe. Ça n'a pas été sans mal parce que jusqu'au dernier moment en fait de juin, ça aurait pu être que les tomes 4 et 5 d'Autre Monde, parce que la conjuration primitive était hyper longue et j'avais l'impression que je le finirais pas à temps, mais je l'ai fini à temps. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler du coup du tome 4 et 5 d'Autre Monde. Donc la saga Young Adult Ado de Maxime Chatham. J'ai pas le 5 parce que je les veux dans cette édition là et c'est plus édité et donc pour la trouver d'occasion c'est compliqué, enfin bref, tout un micmac. Et on va parler de la conjuration primitive qui est le premier tome de la série. Alors soit elle est appelée section de recherche, soit elle est appelée Ludivine Backer parce que c'est la protagoniste principale de cette série. Donc on va commencer par Autre Monde, tome 4 et 5, donc j'inclurai la couverture du tome 5 quelque part par là. Ça confirme que je l'aime pas, enfin je n'aime pas. Il y a du positif, je peux pas nier que c'est bien écrit, ça je retrouve Maxime Chatham là-dedans, son appétence pour le jeu de rôle également. On reprend ici, donc je vous l'avais dit, en fait c'est en cycle, donc là c'est le début du deuxième cycle. Le premier cycle c'était les 3 premiers tomes et à la fin je vous ai dit j'attends de voir comment ça va se goupiller parce que évidemment c'est trop beau pour être vrai comme fin, enfin voilà, évidemment qu'il y avait d'autres choses à dire et qu'il y avait des questions qui restaient sans réponse. Donc ici on reprend je crois pas beaucoup de temps après la fin du tome 3, hein, on doit être, ça peut être quelques mois je dirais, il y a eu 1 ou 2 saisons quoi. On retrouve donc nos personnages, je vais essayer de pas trop spoiler mais on les retrouve du coup après un événement qui a été marquant et qui a donné du coup une nouvelle tournure au roman et aux aventures de nos personnages. Niveau personnage, j'aime toujours autant le personnage de Matt, donc le personnage principal, et le personnage de Tobias, donc, qui est son acolyte depuis le début. Toujours un peu de mal avec Ambre parce que je la trouve chiante, vraiment je la trouve chiante. C'est un peu une je sais tout, une Hermione Granger mais détestable. Donc des fois elle est sympa, des fois pas trop. Enfin une nana quoi, j'ai envie de vous dire. Je sais plus si dans celui-là, enfin dans les deux, il y a un rapprochement du coup entre elle et Matt où un peu leurs hormones sont en ébullition, ils se travaillent et tout, mais ça se concrétise pas réellement. Ça j'ai trouvé que leur hormone c'était un peu, enfin c'était pas forcément nécessaire, c'était un petit peu gênant. Donc pour ça. Pour ce qui est du gros de l'intrigue, j'ai été un peu blasée parce que déjà il faut savoir que ça part dans tous les sens. Vraiment autant les 3 premiers sympas, autant là le 4 et 5 ça part dans tous les sens. Il y a un point de l'intrigue qui est hyper cool parce qu'en fait on a du coup nos personnages principaux qui sont à un endroit et on a d'autres personnages qui sont à un autre endroit. Et tout ce qu'il y avait autour de l'intrigue qui concernait les personnages de l'autre endroit ailleurs était super intéressant. Genre ils doivent en gros, et certains des jeunes, on l'a appris dans les premiers tomes, développent des pouvoirs suite à la grande tempête, etc. Et en fait dans la partie qui concerne certains personnages, eux leurs pouvoirs permettent un peu d'espionner les gens et tout. Et donc il y a tout ce côté un petit peu avec une tension un petit peu oppressante qui était vraiment très très cool et que en fait on n'avait qu'un chapitre de temps en temps et c'était super frustrant. Vraiment j'en aurais voulu carrément plus parce que c'est vraiment des personnages que j'aime beaucoup et que j'aimerais voir davantage développer. Donc dommage sur ça parce que nous on est vraiment focus sur notre trio de base. Et du coup il s'avère, donc là ça se passe aux États-Unis et au nord on sait pas trop ce qui se passe. Dans ces 2 tomes là nos protagonistes vont vouloir aller voir au nord, donc vers le Canada, ce qui se passe, s'il y a d'autres survivants, etc. Et après ils vont être amenés à devoir se rendre vers l'Europe pour voir un peu ce qui s'y passe également pour certaines raisons dues aux circonstances et conséquences de certains choix et certaines actions. Franchement il y a des trucs, vraiment il y a je vais spoiler mais en soi c'est pas vraiment spoil, mais à un moment pour esclavagiser, je ne sais pas mais bref pour dominer les enfants, on leur pose, comme des fois on va poser une puce ou quoi pour périr ou pour des trucs comme ça, là on leur pose un espèce d'anneau
ombilical, enfin au niveau du nombril, et ça me dégoûte. Tous les passages où il mentionne ça, ça me dégoûte. Ça me fait penser à Oria, parce que Oria, il me semble qu'elle a la phobie des nombrils, genre qu'on touche au nombril et tout. Et là, je sais pas pourquoi, mais comment c'était décrit, c'était trop... Ça m'a dégoûté. Au moment où il rencontre des personnages... Alors, je sais pas si c'est fait exprès, les clins d'œil, si c'est des références que j'ai pas, j'en sais rien. Mais à un moment, il rencontre un personnage, je crois que c'est dans le 4. Quand ils vont vers le Canada, il rencontre un personnage qui s'appelle Charles quelque chose machin, un nom composé, et il l'appelle souvent par ses initiales, et ses initiales c'est CPO. Et moi dans ma tête je pouvais pas m'empêcher de dire ces 3 PO, vraiment c'était terrible, c'était trop pénible. Donc déjà ça, et ce qu'imaginait après, où je pense que j'ai pas les rêves, c'est que celui-là le titre c'est Entropia, mais le titre du 5 c'est Oz. Donc en fait Oz c'est la rebaptisation, enfin le nouveau nom d'un endroit, d'une région. Et le tome 6 s'appelle Neverland. Alors Oz, moi ça me passe là, hein. De toute façon je suis 1m58 donc tout ce que je veux qui me passe au-dessus ça me passe bien au-dessus. J'ai aucune rêve du magicien d'Oz et tout, moi à part qu'il y a un espèce de robot géant et un épouvantail, ça me fait peur. Et Neverland, alors je déteste Peter Pan, vraiment, j'allais dire c'est le Disney que je déteste, mais je l'ai même pas vu, ou alors j'en ai vu des extraits, mais je trouve ça terriblement nul. Le seul Peter Pan qui m'importe c'est celui dans Once Upon a Time, la série. Donc je sais pas s'il a fait ses choix parce que c'est des rêves qui lui sont chers. Si c'est ça, je suis désolée de les critiquer avec véhémence. Mais je pense que je suis passée à côté de plein de trucs. De toute façon cette série, je pense qu'elle peut se lire autant par des ados que par des adultes, je l'ai déjà dit. Et du coup je pense que, j'allais dire je suis en entre-deux. À partir de quel âge j'ai trop adulte, je ne sais pas. Mais je pense que je passe à côté de trucs et je comprends pas. Et pareil, il y a une dimension, encore une fois, de la religion qui me dérange un peu. On en apprend un peu plus sur d'où viendraient les créatures et tout. Moi vraiment l'intrigue elle m'apporte aucun intérêt. Vraiment je lis parce que voilà le projet Chatham, parce que je veux avoir le fin mot de l'histoire, mais on m'aurait dit ça s'arrête sur une fin ouverte à la fin du 3, j'aurais dit ok pas de soucis. J'ai pas certaines réponses, mais est-ce que j'en ai besoin, est-ce que je les veux pour survivre dans la vie? Non. Donc voilà, vraiment c'est barbant. Je suis désolée, mais autant ce tome là que l'autre, je vous dis dans ce tome là il y avait un potentiel avec certains personnages, des passages et tout, et ça aboutit pas, enfin c'est pas développé, on nous donne des petites bouchées par-ci par-là. Et ouais non c'est dommage, j'ai beaucoup de mal, je trouve ça vraiment long et ennuyeux, je ne sais pas, mais je pense pas que ce sera dans mon top de mes lectures Maxime Chatham. Donc voilà pour ces deux tomes là. La conjuration primitive, donc toujours de Maxime Chatham, quelle surprise. Ici on va suivre la section de recherche de Paris, donc des enquêteurs de la section de recherche qui en ont après 2 tueurs en série qu'ils surnomment la bête et le fantôme parce que chacun a un mode opératoire assez précis, propre à lui et à son identité. Et on n'a pas d'indice et tout. Et le point commun qu'il y a entre tous ces meurtres, c'est que les victimes ont à chaque fois un symbole gravé dans la peau, un astérix suivi d'un E minuscule. Et du coup, on en vient à se demander est-ce qu'ils se connaissent, est-ce qu'ils sont en lien, est-ce que c'est une secte, est-ce que c'est un symbole qui signifie quelque chose dans les symboles qui peuvent exister, est-ce que c'est inventé de toutes pièces, on ne sait pas. Le truc, c'est que les crimes vont se multiplier et être de moins en moins espacés. Donc ça va être un peu une course contre la montre, ça va être un peu une épidémie de meurtre quoi. Et on va donc suivre nos protagonistes. Donc c'est le livre est divisé en 3 parties. Donc la première partie c'est lui, donc on suit un personnage, enfin on va plus être derrière lui, pas dans sa tête, c'est pas la première personne, on est plus dans sa tête. La deuxième partie ça va être elle, donc là on va suivre Ludivine, je vais y revenir. Et la dernière partie c'est eux, donc là ça va être une vision plus globale par rapport aux tueurs de manière générale. Encore une fois on n'est pas dans leur tête, mais on va davantage les suivre, essayer de les comprendre et de voir le cheminement de nos enquêteurs pour venir les trouver. Donc le livre commence, on suit un personnage qui s'appelle Alexis, qui est du coup dans la section de recherche et qui veut aller rallier un célèbre criminologue à leur cause pour les aider parce que ils sont paumés tout simplement, ils ont pas honte de dire qu'ils savent pas où ils en sont dans l'enquête. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai apprécié parce que là on sent que le livre, enfin que j'arrive dans les œuvres de Maxime Chatham où on est dans nos années. Donc c'est à dire que là
il va y avoir un iPhone, enfin il va y avoir un smartphone, il va y avoir des téléphones, on a encore des fax, mais ça reste comme, on sent qu'il y a quand même une évolution de date. Voilà, c'est plus des trucs archi datés où il fallait faire tout à la main, etc. Là il y a Excel, etc. Internet est bien en place. Donc bref. Donc il va vouloir rallier ce criminologue à sa cause, à leur cause. Le criminologue va dire moi j'ai pris ma retraite, ça m'intéresse pas, ok. Donc il rentre tout penaud, nanana. Entre temps il y a des nouveaux crimes. On apprend que du coup dans les personnages on a donc ce Alexis, on a Ludivine et on a Seignon qui c'est vraiment le trio de l'enquête. Et ils ont leur colonel au-dessus, etc. Et d'autres collègues qui gravitent autour. Et donc dans cette première partie, on découvre un peu la personnalité d'Alexis, ce qui fait qu'il a été amené ici. On voit son rapport avec ses collègues, notamment avec Ludivine, qui au début on pourrait penser que ça va vite dégénérer en romance trop chiante, ou alors lui il va être gros forceur et tout, pas du tout. Ils ont une amitié qui est sympa, donc vraiment. Après l'amitié fille-garçon est remise en question, mais ça c'est chacun son point de vue, on y croit, on n'y croit pas, peu m'importe. Mais j'ai beaucoup aimé leur relation. Il va ensuite se passer un événement à la fin de la partie 1 qui va mener à la partie 2 où on va vraiment se focus sur Ludivine Packer. Et j'ai beaucoup aussi aimé ce personnage. Autant vous savez avec Annabelle dans la trilogie du mal j'avais eu des difficultés à m'attacher à elle. Ici j'ai pas eu de mal à m'attacher à Ludivine. Elle est pas du tout tête brûlée, elle est très posée, très réfléchie. J'ai bien aimé sa façon d'appréhender les choses et de faire des déductions. Également j'allais dire un spoil, je vais pas le dire, mais à un moment il y a d'autres personnages qui rentrent en jeu et ça fait très plaisir, on va pas se mentir. La troisième partie, on est vraiment plus focus sur le côté tueur en série, donc essayer de comprendre un peu leur stratagème. On va réussir à trouver, à mettre des noms sur certains, notamment notre bête et notre fantôme. C'était pas mal. Alors encore une fois, je vais enchaîner. Je pense que Maxime Chatham est très très malin, très intelligent. Parce que pour moi, son œuvre complète, non pas complète, mais son œuvre de manière générale fait partie d'une même entité. Ce que j'entends par là, c'est que autant pas forcément le son du temps quoi. Mais dans celui-ci, on a des allusions à un moment, il y a un échange de dialogue entre Ludivine et un autre personnage. Et tout dans ce que dit le personnage avec qui elle échange est ce qui est évoqué dans la théorie Gaïa. Donc théorie Gaïa qui est dans le cycle de l'homme et de la vérité et qui se passe dans le futur. Donc j'ai trouvé ça très ingénieux. Également, on a beaucoup ce côté prédateur. Est-ce que la violence est innée chez l'homme ou est-ce qu'elle se développe suite à des traumatismes qui mènent à être tueur ou serial killer. On a vraiment encore toute cette question du mal et à un moment je me suis même dit parce qu'on parle d'épidémie en mode que les tueurs ont peut-être été formés et ça m'a fait penser à la dernière phrase de L'âme du mal, donc le tout premier livre que j'ai lu de Maxime Chatham, où je me suis dit c'est fort parce que c'est mis en application. Alors je peux pas dire que ça va concerner par exemple le diptyque du temps avec Léviathan et les abysses du temps parce que ça se passe antérieurement, mais je pense que la trilogie du mal, le cycle de l'homme et de la vérité et la série Ludivine Packer, j'ai pas encore lu les autres mais voilà, ne font partie que d'une même œuvre en fait. C'est une finalité peut-être, je ne sais pas. Mais vraiment il y a beaucoup de choses qui se rejoignent à un moment, donc comme je vous dis, où j'ai fait un rapprochement par rapport à la dernière phrase, à l'épilogue de L'âme du mal. Il s'avère qu'à un moment, vraiment Monsieur Chatham, si un jour vous voyez cette vidéo, ou si vous le lisez, vraiment, il y a un moment je me suis dit, non mais, il y a un monsieur, il dit un truc, et là je tilte et je me dis, franchement ça me fait penser à ça. Et les 2 dernières pages du chapitre 67
mais comment j'ai fangirl. Genre vraiment, la lecture elle était sympa, mais elle cassait pas trop pas d'un câlin parce que on voit venir des choses. Enfin, j'ai vu que Alexis de la chaîne Links of Links the Sun l'avait lu, il avait lu le suivant aussi et il avait dit que le suivant valait pas celui parce que celui-là vraiment il faisait tourner en bourrique et tout, retournement de situation et tout. J'ai pas trouvé qu'il était transcendant. J'ai plus été surpris dans d'autres œuvres de Chatham que par celle-ci, mais par contre il m'a cloué le bec avec cette fin de chapitre 67 où je me suis dit mais là mais tu pouvais pas faire plus heureuse que moi en me donnant ça quoi. Et je me dis franchement j'espère que Ludivine Wacker c'est un peu comme le diptyque du temps où on va avoir une suite directe et pas que ça va faire comme avec la trilogie du mal où on suit Joshua et puis dans le 2 on suit Annabelle et puis dans le 3 on a un peu des deux et machin. Franchement ce qui me sert là à la fin de ce chapitre 67, j'ose espérer que je vais pas dire que c'est du fan service parce que je pense pas que Maxime Chatham pense en mode fan service. Mais j'aimerais que ça soit maintenu et pourquoi pas peut-être creuser un peu à l'avenir dans d'autres livres parce que j'ai trouvé que le lien entre tout ça était vraiment fou. J'ai beaucoup aimé voilà, ce choix de l'auteur. Après, encore une fois, je trouve que s'intéresser au mal, c'est vraiment... Il y a une dimension chez Maxime Chatham de vraiment mettre la religion au centre et d'appuyer sur le côté qu'il y a besoin d'une jouissance. Genre le sexe et la sexualité est vraiment tout le temps très présente. Et je vais pas dire que ça me dérange parce que je peux le concevoir, mais j'ai l'impression que à chaque fois qu'il y a un tueur en série, il faut qu'il ait un complexe sexuel, j'en sais rien. Il faut qu'il y ait ça qui soit mis là-dedans. Et je sais pas, ça me déroute dans le sens où tous les tueurs en série sont pas forcément obligés d'agresser sexuellement, pardon pour de ci. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Tout ça pour dire que, à mes yeux, certaines œuvres de Maxime Chatham sont plus en lien qu'on ne le pense. Parce que à des moments, le terme prédateur revient quand même beaucoup. Dans les tournures de phrases des personnages, on sent qu'il y a des choses qu'on a pu voir dans Prédateur, dans le cycle de l'homme et de la vérité, comme je disais tout à l'heure, le passage qui fait pour moi référence à la théorie Gaïa, et même en note de bas de page, c'est un peu écrit CF, la théorie Gaïa, publiée à tel moment. Donc c'est quand même que il fait référence à un livre qu'il avait écrit en 2008, donc c'est que le mec, chez lui, ça m'étonnerait pas qu'il ait vraiment un tableau avec des fils rouges et qu'il mette tout en lien de toutes ses œuvres pour nous faire tourner en bourrique. Et un jour, il nous dira voilà, ça c'est mon dernier livre, ça clôt tout ce que vous avez à savoir. Et paf, il nous fait un feu d'artifice de tout mélanger. Le dernier clin d'œil que j'ai trouvé qui m'a fait rire, je ne sais pas si c'était voulu ou non, mais à un moment dans la conjuration primitive, l'un des personnages, je crois que c'est l'un des personnages ou c'est dans la narration, je ne sais plus. Mais on nous évoque les buveurs d'innocence et ça m'a fait rire parce que le buveur d'innocence c'est un personnage très important que j'apprécie beaucoup alors qu'il est vraiment pas reluisant comme personnage, il est vraiment dégueu. Mais le buveur d'innocence est un personnage clé dans la saga Autre Monde, donc j'ai trouvé que appeler ici le buveur d'innocence, enfin le mentionner, j'ai trouvé que c'était encore une fois, mets-moi tout en lien, vas-y, pas de soucis quoi. À un moment, nos personnages se rendent dans un hôpital, enfin je sais pas si c'est vraiment un hôpital, mais un centre d'hébergement d'enfants handicapés ou qui ont des soucis, donc voilà, ils sont dans un centre spécialisé pour pouvoir évoluer et avoir des cours adaptés à eux, un train de vie adapté à eux, etc. Et on nous mentionne que ce bâtiment est un ancien Lebensborn, je sais pas comment ça se dit, c'est allemand. Et c'était. En fait, j'avais pas du tout conscience de ça, alors je peux plus venir me vanter. Oui, j'adore l'histoire, maman. Alors je n'avais pas connaissance de cet élément, ou alors je l'ai occulté parce que c'était vraiment dégueu. Où en gros, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale des centres où on gardait des femmes en captivité et où on faisait venir des soldats allemands pour féconder ces femmes-là pour pouvoir propager la race aryenne et faire des enfants parfaits. Les enfants parfaits, ça me parle, mais du coup, ces enfants après étaient baptisés et mis en famille d'accueil dans des familles allemandes pour pouvoir être élevés et éduqués de manière parfaite pour rejoindre les nazis, etc. J'ai trouvé que le clin d'œil était vraiment sympa. Ça n'empêche que le livre reste très sombre. L'ambiance est très sombre. Il y a des scènes qui sont vraiment
qui peuvent être difficiles. Pour vous dire, à un moment j'ai eu le malheur d'en lire un peu avant de me coucher. J'en ai fait des cauchemars, mais horribles. Enfin vraiment, c'était vraiment déroutant. Donc ma foi, j'ai été plutôt convaincue, triplement convaincue par les dernières pages, voilà. Donc je suis très curieuse de lire la suite, qui j'espère sera une suite directe et pas un truc en mode 10 ans plus tard. Donc pour cet épisode, j'avais lu Autrement tome 4 et 5 en photo parce qu'on n'a pas, qui me laisse de plus en plus mitigée. Et j'ai lu La Conjuration Primitive, qui est ma foi, je pense, une bonne entrée en matière pour le personnage de Ludivine Baker, que j'ai hâte de suivre à nouveau dans d'autres enquêtes. Et j'aime beaucoup la vision générale que je commence à avoir de Maxime Chatham et son œuvre. J'ai hâte de voir où ça va nous mener parce que je sais qu'il a pas mal de one-shot que j'ai à lire par la suite, donc j'ai hâte de voir ça. Si en... Comme il aime bien s'étaler souvent avec des trilogies ou autres, je me dis est-ce que dans un one-shot comme Le Sang du Temps, il va réussir à condenser toutes ses idées, tout ce qui fuse dans sa tête. Donc j'ai hâte de voir. N'hésitez pas à me donner vos retours au cas où dans les commentaires si quelque chose vous parle. Je vous laisse vous abonner, mettre un petit like et puis je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!